Élection législative du 20 décembre au Togo. Les opérations de recensement électoral ont démarré depuis lundi dernier. Visite du président de la CAF au Cameroun, Ahmad Ahmad, confirme l'organisation de la CAN 2019 par le pays. Puis l'ONU proroge l'autorisation d'inspecter au large de la Libye des navires soupçonnés de trafic de migrants. L'annonce a été faite ce mercredi. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les Togolais sont appelés depuis le 1er octobre à se faire enregistrer dans le cadre du recensement électoral. Rappelons que les élections législatives sont prévues pour le 20 décembre prochain dans ce pays. Le point de la situation avec Philippe Bassa. Il est le président de la CENI Zone Golfe 4. Le recensement d'Amasseli a globalement bien démarré. C'est vrai, il y a quelques petits soucis, quelques couacs dans certains CRV et des problèmes que nous sommes à pied d'œuvre et que nous réglons. C'est pour ça d'ailleurs que ce matin, vous me voyez à Gakli, où on m'a signalé un problème de carburant dans les groupes électrogènes. Donc nous sommes là. Vous regardez à côté, il y a certains CLC qui enrôlent normalement et paisiblement. Organiser le recensement nécessite une logistique est assez lourd et la mobilisation de tous ces moyens. Et il y a forcément des petits ratés et que nous sommes à pied d'œuvre, je le disais tantôt, que nous réglons petit à petit. Et par exemple, il y a l'initialisation des kits. D'Amasseli a pris un peu de temps. Et ça fait que le déploiement des kits également a été un peu retardé. Mais actuellement, la situation, globalement, je le dis encore, est sous contrôle. Au Cameroun, les jeunes espèrent voir un changement s'opérer dans le pays, et ce, à quelques jours de l'élection présidentielle pour laquelle le président Paul Biya est candidat. Voici le reportage. Dimanche prochain, 9 candidats dont le chef de l'État, Paul Biya, vont s'affronter dans les urnes pour briguer la présidence du Cameroun. Cette élection intervient dans un contexte sécuritaire tendu avec les attaques persistantes de djihadistes de Boko Haram dans le nord du pays et le conflit armé dans les régions anglophones. À quelques jours du scrutin, les jeunes espèrent le changement. Et par rapport à ces élections, je n'en suis même pas d'abord fier. Vu que le papa là, je n'étais même pas là quand il était au pouvoir, à l'époque coloniale, à cette époque, peut-être même demain, ma fille va aussi venir faire sa part d'enfant, il serait toujours là. Mais que cela n'en tienne, il faudrait que ça change. Le pays va mal. Regardez du côté de Bamenda. Là-bas, c'est mauvais. J'ai fréquenté pour aller travailler aussi, mais il n'y a pas de travail dans mon pays. Tu travailles pour faire quoi? Je suis né, j'ai trouvé le président Paul Biya là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai peut-être 27 ans. Il est toujours là. Je veux aussi le changement. Il faut qu'une autre personne revienne. On essaie aussi de voir comment il doit réagir. En tant que jeune, j'attends juste le changement. Que peut-être le président, si peut-être il a promis l'émergence en 2035 qui tient, qui gagne encore et qui part en avant. Il nous a promis le changement. Bon, c'est ça qu'on attend en fait. Dans les deux régions anglophones du Cameroun, le nord-ouest et le sud-est, les combats entre l'armée et des séparatistes armés sont quotidiens. Ces derniers revendiquent l'indépendance du Cameroun anglophone vis-à-vis de Yaoundé et ont menacé de s'en prendre à toute personne qui voterait dimanche au scrutin présidentiel à un tour. Ahmad Ahmad, le président de la CAF, était en visite à Yaoundé au Cameroun. À l'occasion, il a rencontré le président Paul Biya. À la sortie de leur entretien, il a indiqué à la presse que le Cameroun organisera bel et bien la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. On l'écoute. Je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite pour enlever toutes les supputations à gauche à droite. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, ce n'est pas nous qui organisons. C'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain
On est prêt. Ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ça dépend de Cameroun. Le quartier de la force G5 Sahel a été transféré à Bamako. La décision a été prise suite à l'attaque du 29 juin 2018 à Sévaré au Burkina Faso. Les détails dans ce reportage. Le commandant de la force du G5 Sahel Burkina a clarifié la situation sur la force conjointe. Il en a profité pour présenter les grandes lignes de ses perspectives. Pour le général Hanan Ould Sidi, Bamako est l'endroit le plus approprié pour mieux conduire et coordonner les opérations sur le terrain. L'homme défend que la délocalisation du quartier général de la force du G5 Sahel n'est pas une fuite face aux terroristes. Seulement, la base d'une telle force doit être située dans un espace qui lui permet de remplir sa mission. Mais à Sévaré, au Burkina, il n'y avait que des techniciens d'état-major. Il leur faut un endroit pour réfléchir, planifier, coordonner et conduire les opérations. Et Bamako est l'endroit le plus approprié pour cela. L'état-major de la force, depuis une semaine, se penche d'ailleurs sur une planification d'opérations qui auront lieu incessamment, d'après le commandant. Les moyens techniques du côté de Bamako devraient permettre une meilleure coordination une fois les opérations lancées sur le terrain. Le Conseil de sécurité a renouvelé ce mercredi pour un an l'autorisation pour les membres de l'ONU d'inspecter au large de la Libye des navires soupçonnés de trafic de migrants entre l'Afrique et l'Europe. Selon des diplomates, cette décision a été prise au terme de négociations difficiles avec les États-Unis. Voici les détails. Proposée par le Royaume-Uni, l'autorisation pour les membres de l'ONU d'inspecter au large de la Libye des navires soupçonnés de trafic de migrants entre l'Afrique et l'Europe a été approuvée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Selon des diplomates, les négociations ont donné lieu à des frictions avec les États-Unis qui ont voulu rendre plus faible le projet de test et lui retirer plusieurs paragraphes détaillés sur les trafics des migrants, jugés trop pessimistes pour les migrations. Au final, le test condamne tous les actes de trafic de migrants et de traite d'êtres humains, ayant le territoire libyen et le large des côtes libyennes comme destination, zone de transit ou point de départ, qui fragilise davantage le processus de stabilisation de la Libye et mettent en péril les vies de centaines de milliers de personnes. Dans un rapport qui a servi de base au renouvellement du droit d'inspecter les navires suspects, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, révèle qu'un nombre trop élevé de migrants, dont des femmes et des enfants, continuent de risquer leur vie pour traverser la Méditerranée en étant la proie de passeurs exploitant leur détresse. Lutte de pouvoir entre clans issus de Nida Tounes en Tunisie. Un cadre du parti présidentiel a été arrêté et placé en détention. D'après le ministère de l'Intérieur, l'homme est condamné dans une affaire d'emploi fictif sous Ben Ali. Ancien propagandiste du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, Boran Bzaïs est chroniqueur sur 2 chaînes privées majeures. Il a été arrêté mardi soir alors qu'il circulait dans le centre de Tunis. Il avait été condamné le jour même en appel à 2 années de prison pour avoir occupé un emploi fictif au sein de la société tunisienne d'entreprises de télécommunications sous Ben Ali. Boran était sous le coup d'une enquête depuis 2012 pour avoir été à la fois salarié de la Sotétel et du ministère de l'Éducation alors qu'il était chargé de défendre le régime de Ben Ali. Lors de la rentrée parlementaire mardi, l'Assemblée des représentants du peuple a confirmé l'implosion de Nida Tounes, parti vainqueur des élections de 2014, qui est désormais 3e au Parlement avec 43 sièges sur 217, derrière la coalition nationale et le parti d'inspiration islamiste Ennahda. La lutte fratricide au sein de Nida Tounes à l'approche d'élections législatives et présidentielles en 2019 a débouché sur la création d'un nouveau bloc parlementaire, la coalition nationale, composée d'élus en grande partie issus de Nida, mais qui soutiennent Youssef Chahed.
Au Brésil, le candidat du Parti démocratique travailliste à la présidentielle brésilienne, Ciro Gomes, a accusé la gauche d'avoir lamentablement échoué ces 15 dernières années, favorisant la montée de l'extrême droite. Chose qui, toujours selon le candidat, risque d'aggraver la crise et de désintégrer le pays. Voici le reportage. Le candidat du centre à l'élection présidentielle au Brésil, Ciro Gomes, s'en est violemment pris ce mercredi au favori des sondages, Jair Bolsonaro. Il l'accuse de mentir pour ne pas participer au dernier débat télévisé de la campagne qui a eu lieu ce jeudi et pour lequel 8 des 13 candidats à l'élection présidentielle ont été invités. En effet, Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, n'a pas confirmé sa participation au débat et pour cause, un des chirurgiens qui l'a opéré après qu'il ait été poignardé début septembre en pleine campagne a mis son veto à la participation du candidat pour des raisons de santé. Le Parti des travailleurs existe aujourd'hui à cause de Jair Bolsonaro et Bolsonaro n'existe aujourd'hui qu'à cause de la politique du Parti des travailleurs. C'est ce qui va aggraver notre crise, désintégrer notre pays. Mais je vous le dis, je n'ai jamais été le favori. Je ne dis pas que ce sera facile, mais ces élections sont ouvertes. Les politiques brésiliennes échouent lamentablement et la gauche a lamentablement échoué ces 13 ou 15 dernières années, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait de bien. Plus de respect, Bolsonaro, plus de respect. Cette démocratie te survivra et je vais t'enlever ton masque. Le débat, le 7e depuis le début de la campagne, doit être diffusé ce jeudi à 22h locales, soit 1h GMT vendredi. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 6% des intentions de vote dans les derniers sondages ou dont le parti compte 5 députés ou sénateurs au Parlement peuvent y participer. Accusation de viol pesant sur Cristiano Ronaldo. L'avocat de Catherine Mayorga, la femme qui accuse le footballeur portugais, a expliqué que sa cliente est motivée par le mouvement MeToo et par ces femmes qui ont dénoncé publiquement des cas d'agression sexuelle. Le mouvement MeToo, qui dénonce les agressions sexuelles commises par des hommes de pouvoir, a donné à Catherine Mayorga, une Américaine, le courage de dénoncer le footballeur portugais Cristiano Ronaldo, qu'elle accuse de l'avoir violé. Les avocats de l'accusatrice, qui dit souffrir depuis des blessures psychologiques, ont affirmé lors d'une conférence de presse qu'elle avait été très cohérente en dénonçant l'agression. Oui, le mouvement MeToo et les femmes qui ont dénoncé publiquement des cas d'agression sexuelle ont donné à Catherine beaucoup de courage. Cela l'a beaucoup aidée à parler. Elle n'a pas dit oui à une relation sexuelle. C'est très clair dans sa plainte. Et c'est très clair dans le rapport de la police de Las Vegas. Les documents obtenus par l'intermédiaire de Football Leaks sont des preuves de l'agression sexuelle de Catherine Mayorga par Cristiano Ronaldo et des preuves d'obstacle de la justice. Qualifiant le viol de crime abominable, la star mondiale du football Cristiano Ronaldo a catégoriquement démenti ce mercredi avoir violé dans un hôtel de Las Vegas son accusatrice. Ce lundi déjà, la police de Las Vegas a annoncé avoir ouvert l'enquête sur les accusations portées par Catherine Mayorga, qui affirme dans une plainte au civil que le footballeur l'a violée de force le 13 juin 2019. Et c'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci d'avoir suivi. Au revoir.